Rebonjour à tous. Pour attaquer cette deuxième table ronde, on a vu, il a été évoqué plusieurs fois lors de la première table ronde, la problématique de l'événementiel qui semble être parfois au cœur ou à la périphérie, on verra, des stratégies d'un certain nombre de structures touristiques, que ce soit des parcs d'attractions ou des stations de ski. L'événementiel semble prendre une part de plus en plus importante sur les stratégies touristiques de nos territoires, de nos destinations touristiques. Donc il est vraiment, semble-t-il, important de s'y arrêter pour voir comment, pourquoi cet événementiel a pris une telle part aujourd'hui dans la programmation, dans l'organisation, dans le développement, dans les stratégies, à la fois de sites touristiques précis ou de territoires où on voit les collectivités territoriales, les départements, les régions s'intéresser à cet aspect événementiel, voir comment ça s'inscrit dans une dynamique. Alors il y a une problématique de retombées économiques, des problèmes de dynamique sociale au sein des territoires. Enfin, on va essayer de décrypter un petit peu ces différentes stratégies. Et pour ce faire, à mes côtés, trois grands spécialistes de cette problématique. Donc, Nico, dans l'ordre des présentations, Nico Didry, qui est donc enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes, du laboratoire Craig et spécialiste aujourd'hui du marketing expérientiel, entre autres. François Badjili, directeur de l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez, au cœur de l'actualité en ce moment avec le festival du film d'humour et puis avec tous les gros événements organisés au sein de la station d'Alpe d'Huez à venir, on verra ça après. Et Yanis Améziane, chef du service des sports du département de l'Isère, qui pilote, qui anime et qui coordonne la stratégie événementielle de ce département. On va commencer avec Nico. Oui, ça marche. Alors, direct... Ah, la zapette, pardon. Donc, pour introduire mon propos par rapport à l'événementiel, l'idée, c'était juste de rappeler que déjà l'événement, c'est un outil de communication hors média, qu'il peut avoir des rôles différents pour les territoires, comme assurer la retombée économique directe ou indirecte, développer une notoriété ou une image, assurer la promotion d'un produit touristique ou fédérer les acteurs d'un territoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil quelque part un peu multitâche et qui est vraiment présent dans la stratégie touristique des destinations. Et ça va être le premier focus que je vais faire, voir comment l'événementiel est utilisé au niveau des stratégies touristiques et une vision déjà macro, c'est-à-dire qu'avec l'exemple par exemple de la Russie, on voit que certains États utilisent l'événementiel sportif, et là pour le coup les grands événements sportifs, pour développer une stratégie touristique, à savoir développer des infrastructures, des compétences touristiques, ça c'est important aussi, et une image de destination. Le Qatar est exactement avec l'organisation de la Coupe du Monde 2022 dans la même stratégie. On voit à l'échelle plutôt d'une ville qu'il y a aussi des villes qui s'emparent et qui ont une autre stratégie, et c'est l'exemple de Montréal avec tous les événements qui sont organisés sur toute la période et qui utilisent l'événementiel pour développer une offre touristique et du coup pérenne d'une année sur l'autre et se positionner comme la capitale mondiale des festivals. Par rapport aux stratégies touristiques, on peut aussi se poser la question en termes de temporalité. Comment, par rapport à la saison touristique, les événements sont utilisés ? Et là, deux informations par rapport à ça. Le premier cas des festivals de musique qui sont organisés pendant la saison, donc qui sont vraiment utilisés en tant que facteur d'attractivité pendant la saison touristique. On voit qu'ils sont organisés l'été et puis qu'ils sont organisés aussi dans des zones touristiques. Et alors par contre, pour les stations de ski, c'est un petit peu différent. Bon, on a beaucoup parlé d'événements, mais les gros événements sont plutôt organisés sur les ailes de saison. Donc comme il y a déjà une grosse fréquentation pendant la période touristique, en fait l'idée c'est d'agrandir la période la période de fréquentation et du coup de développer une attractivité soit en amont, mais surtout sur le printemps du ski, le fameux printemps du ski, sur la période printanière. On y reviendra, je pense, tout à l'heure.
Deuxième focus que je voulais faire, c'était le lien entre événements et patrimoine et comment finalement les événements utilisent le patrimoine. Et on va voir là qu'il y a deux manières de le faire. La première, ce sont les événements qui servent à valoriser le patrimoine. Donc comme la Coupe Picard, les Nuits de Fourvière, Jazz à Vienne. Hein, l'objectif, la création de l'événement est fait au départ pour valoriser le patrimoine. Mais on voit aussi que le patrimoine est utilisé par beaucoup d'autres organisateurs d'événements, et notamment les organisateurs privés, pour mettre en valeur leur événement. C'est le cas par exemple de l'UTMB avec le patrimoine naturel, le patrimoine architectural au Marathon de Paris, ou même le patrimoine culturel ou historique avec la course de la Résistance. Et puis on a un ovni, toujours le Tour de France, qui lui, c'est un petit peu un cas particulier, qui fait les deux. Il se sert du patrimoine français pour se mettre en valeur, mais aussi de par son aura, son rayonnement, contribue à valoriser le patrimoine. C'est d'ailleurs le premier ambassadeur français en termes de tourisme au niveau international. Je voulais partager avec vous enfin deux tendances que j'ai observées. Alors la première tendance, c'est celle du co-branding, c'est-à-dire c'est quand deux marques se mettent ensemble pour créer un nouveau produit. Et là, pour le coup, un produit événementiel. Et vous l'avez vu, ça va être une marque, un festival et une destination touristique. Alors, quelques exemples ici. Quand Musilac est allé à Chamonix, okay, c'était un peu dans cet état d'esprit-là. Les Francopholies à Tignes. Les Natural Games qui ont tenté une année avec Avoria. Et puis, bien sûr, la grosse marque Tomorrowland qui s'associe avec une autre grosse marque, l'Alpe d'Huez. Donc, je pense que François en parlera tout à l'heure. La deuxième tendance sur la création des événements, c'est la mise en place d'une stratégie que moi j'appelle B2B2C, c'est-à-dire qu'on ne crée pas directement un événement pour le consommateur, okay, donc on est toujours là dans l'événement outil de communication, mais on va s'inspirer de la stratégie de marketing d'influence et créer des événements pour quelque part des influenceurs. Donc que ça soit, alors là c'est l'exemple de la Rosière, qui a cette stratégie-là, qui crée des petits événements pour des professionnels. Alors le Winter Pro, c'est des détaillants. Ensuite, on a les Safety Shred Days, c'est pour un public plutôt snowboard, pro rider et ainsi de suite. Et du coup, ce sont ces influenceurs, ces leaders d'opinion qui vont devenir vecteurs de communication et développer l'attractivité du territoire. Et enfin, pour terminer, juste quelques limites quand même. Alors la première, c'est qu'un événement ne donne qu'une image partielle de la destination, donc il faut prendre ça en compte dans la stratégie. Et pour certaines personnes, l'Alpe d'Huez, c'est une arrivée du Tour de France, c'est pas une station de ski. La deuxième limite, ceci, c'est la difficulté ou la complexité du calcul des retombées. Okay, tout ce que j'ai investi, est-ce que je le récupère en termes d'attractivité ? Et puis le troisième et dernier point, c'est le contexte actuel qui fait qu'il y a une vraie frilosité quand même des territoires pour l'événementiel avec les annulations à répétition. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai la chance de m'occuper de la station d'Alpe d'Huez. Alors comme moi je suis d'un naturel feignant, il n'y a pas de PowerPoint. J'ai trouvé que c'était plus simple de vous montrer quelques vidéos. Donc vous allez avoir 3 vidéos. La première, c'est un pot pourri sur l'ensemble des événements qui se passent sur l'Alpe d'Huez, puisque l'événementiel fait vraiment partie de notre ADN. Et effectivement, on a une particularité. On est une station de ski qui est connue pour l'été et le vélo. Et c'est pas tous les jours simple, parce qu'effectivement, l'été, il y a des gens qui nous demandent ce qu'on fait l'hiver. Ceci étant, on sait leur expliquer. Alors, première vidéo, si ça marche. Sur l'été 2022, sur l'été 2022, il y aura 15 événements, donc plus qu'un par semaine. Donc, Coupe du Monde de Boss, mi-décembre, c'est passé.
C'est pas des têtards, hein, c'est des triathlètes. Voilà, donc un petit panorama des différents événements qu'on fait. Beaucoup d'événements sportifs, mais pas que. Et bien sûr, sans surprise, l'événementiel pour nous, c'est notre ADN. Ça sert à donner du crédit à la station, à la notoriété, à lui mettre du caractère. Mais aussi, et on ne se cache pas pour ça, ça sert surtout à remplir la station. C'est un vrai outil de communication et de commercialisation. Une toute petite autre vidéo derrière, qui est donc le fruit d'une réflexion avec mon collègue du marketing du domaine fiable quand on est arrivé il y a à peu près 7 ans, Anthony Guzman. On avait le sentiment qu'il manquait un événement plutôt hiver, parce que beaucoup de nos événements sont l'été, et surtout de portée internationale, parce qu'on trouvait qu'on avait un déficit de clientèle internationale par rapport à nos grands concurrents. Et il se trouve que nos chemins ont croisé ceux d'un festival qui a lieu en Belgique et qui cherchait une version hiver, donc Tomorrowland Winter. Donc oui, normalement, Tomorrowland aura lieu cette année. Et les dernières informations vont plutôt dans le bon sens. J'ai pas peur de dire que Tomorrowland Winter, il y a donc presque 3 ans, quand ça a eu lieu, c'était le coup du siècle dans les stations. 26 000 festivaliers, 114 nations présentes, 5e nation présente les États-Unis, 9e nation présente la Chine. On voulait faire parler de nous à l'international. Moi, j'ai des copains qui m'appelaient en me disant « Je suis dans l'aéroport à New York, il y a une pub pour Tomorrowland à l'Alpe d'Huez ». Donc sur cet objectif-là de se faire connaître à l'international, c'était plutôt bien réussi. Ça a été très compliqué à monter, 3 ans de négociations avec eux, avec Tomorrowland, ils sont très très durs en affaires. Et puis après, il a fallu le vendre en interne dans la station, expliquer aux propriétaires qu'ils n'avaient pas besoin de blinder leurs portes, que ça allait bien se passer, expliquer à l'école de ski qui fait 350 moniteurs que cette semaine-là, il n'y aura pas d'enfants dans la station, puisque le festival est interdit aux moins de 18 ans, même accompagnés, et qu'au final, ça s'est bien passé. Dernière petite vidéo, parce que même si on a beaucoup d'événements qui reviennent, il faut toujours avoir une nouveauté. Donc cette année, on aura une nouveauté. La vidéo est très courte. Vous inquiétez pas pour ceux qui gèrent le timing. Donc on surfe un petit peu sur la tendance, bien-être, un événement sur 3 jours qui se veut être sportif mais pas élitiste, donc 100% féminin par équipe de 2. Le matin des compétitions, ces dames peuvent faire
l'une des compétitions ou toutes les compétitions, et l'après-midi, un salon sur tout ce qui est autour du bien-être, de la diététique, du yoga, et ainsi de suite. Voilà, j'ai dépassé un petit peu. Voilà, merci à vous. Bonjour à tous. Donc, pour terminer justement ces interventions, je vais vous parler un petit peu de l'événementiel et de son attractivité au niveau des politiques territoriales. Donc, moi, je suis responsable du service des sports au département de l'Isère. Et le sport, très rapidement, pour vous le remettre un petit peu dans son contexte, sur un budget d'1,5 milliard pour le département, essentiellement concentré sur les dépenses sociales, autonomie, handicap, collège et routes. Le sport représente un budget de 10 millions d'euros, ce qui est bien pour un département. On a la chance d'avoir une politique sportive. On rappelle que c'est une compétence facultative, compétence partagée. Et au niveau de l'événementiel, si vous avez été organisateur d'un événement, vous vous êtes certainement confronté au fameux dossier de demande de subvention, qui un jour, on l'espère, seront uniques. Et à l'échelle d'un département, et notamment de l'Isère, il faut savoir que l'événementiel, sur un budget d'un peu plus de 10 millions d'euros, représente 700 000 euros. 700 000 euros que l'on alloue à des organisateurs d'événements qui sont, pour la grande majorité, soit des associations sportives, soit éventuellement non que des associations sportives, avec certains partenariats pour certaines collectivités. Sur ce budget de 700 000 euros, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a en Isère, si on compte le nombre d'événements, on parle de dizaines de milliers d'événements, tout confondus, du petit événement très local qui va réunir quelques dizaines de personnes, à des événements beaucoup plus emblématiques, comme ceux de l'Alpe d'Huez qui sont très gros, ou la Coupe Icare et la Foulée Blanche qui sont nos événements vitrines d'un point de vue sport, avec plus de 100 000 personnes sur la Coupe Icare pendant 4 jours. Et donc sur ces événements-là, aujourd'hui, le département intervient avec un critère qui est l'intérêt départemental. On ne peut pas aider tous les événements, on va aider les événements à partir d'un moment où ceux-là ont une notoriété, où ceux-là vont dépasser l'échelon communal, ils vont avoir entre guillemets une aura qui va rayonner à l'échelle d'un territoire, soit isérois, plusieurs gens qui viennent de toute l'Isère, ou au-delà, et c'est le cas d'un grand nombre d'événements. On les aide en termes de subventions, on les aide aussi techniquement sur certains événements. On a pris l'exemple de la Coupe Icare. Quand on va parler de l'aide que le département peut apporter, c'est notamment des mesures de transport, fermeture de route, mise en place de navettes, où on sait que demain, venir sur un événement sans forcément subir aujourd'hui les déplacements, c'est aussi vivre une bonne expérience. Donc le département subventionne et accompagne aussi directement certains événements sur certains postes. Avec Isère Attractivité, qui est l'établissement public aujourd'hui au niveau du tourisme en Isère qui gère l'attractivité touristique, on a souhaité renforcer notre présence sur certains événements pour leur donner une aura et aller justement donner cette vitrine au-delà du département de l'Isère. Donc depuis 2 ans, alors c'est vrai qu'on a lancé ça avec un Covid qui arrivait en même temps, donc on espère qu'on pourra le développer de manière un petit peu plus efficiente par la suite. On a mis en place des lives pour valoriser ces événements avec des partenariats médias, et on a identifié 4 événements aujourd'hui sur lesquels, en Isère, on renforce les moyens pour valoriser leur attractivité. Pourquoi ces événements ? Parce qu'ils sont singuliers, parce qu'on peut les faire qu'en Isère et qui, entre guillemets, vont jouer une carte touristique du territoire. La Belle Étoile, qui a lieu le week-end prochain, donc course de ski d'alpinisme de haut niveau. C'est l'une des rares courses dans ce secteur-là qui se fait encore sur 2 jours, sur les 7 lots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque année, on a la chance d'avoir l'élite, entre guillemets, de la discipline qui vient sur les 7 lots. C'est une activité qui est un petit peu confidentielle, mais dans le milieu qui connaît aujourd'hui un engouement fort et qui est aussi qualificatif pour la Pyramenta. Le Trail des Passerelles du Monténard, vous le connaissez certainement, qui est dans le top 10 des événements au niveau national.
Pourquoi ? Parce qu'il y a du monde et si vous avez eu la chance de passer sur les passerelles, vous savez que c'est uniquement en Isère qu'on peut découvrir ce paysage. Et derrière, on travaille avec cet événement-là au niveau de son attractivité et de son image. L'échappée belle traversée de Beldon, Ultra Trail, sa réputation n'est plus à faire. Des François Daen, Antoine Guillon sont venus pour venir tester ce parcours. Cette année, on est sur une 10e édition. On aura l'élite avec notamment encore des sportifs de renommée. Et c'est vrai que la difficulté de l'échappée belle, on fait un événement singulier. Des ultra trails, il y en a beaucoup. Par contre, si vous avez eu la chance de voir un petit peu ce que c'est que la traversée de Beldon, la moitié, c'est du caillou sans chemin. Donc c'est vrai que derrière, c'est une image que l'on veut, c'est un événement qui fait un petit peu son bout de chemin dans l'Ultra Trail. Et enfin, la Sky Race des Mathézins, qui est une des 14 étapes de la Coupe du Monde de Skyrunning, qui est organisée sur la Mathézine et qui fait partie des événements. Ce sont des événements sur lesquels on va jouer l'attractivité. Et quand on va parler d'attractivité, l'enjeu, c'est pouvoir, à l'échelle d'un département, accompagner ces événements-là, faire en sorte qu'ils puissent avoir des retombées économiques, que l'expérience des participants, des accompagnants puisse être bonne, qu'ils repartent de l'Isère avec un bon souvenir et que derrière, on puisse, par ces images, aller chercher une diffusion de ces événements-là sur les chaînes nationales, TF1, France 3, tout le sport. Et c'est vrai qu'on a pu réussir à avoir quelques belles fenêtres médiatiques pour valoriser ces événements-là. Mais aussi, quand on va parler d'attractivité, on va parler aussi des événements que le département peut porter. Alors, Nico en a parlé, on a un événement qu'on a relié à l'histoire, qui est la course de la Résistance par rapport au 8 mai. On a un événement qui s'appelle les échappées iséroises que l'on mène et que l'on porte avec les territoires où on va proposer des cols fermés. On a aussi des événements très familles au niveau de nos territoires, le lac de Paladru que l'on ferme sur une journée pour permettre aux gens de découvrir le vélo sur le secteur du Voironnais et tout au long de l'année des découvertes sportives. Voilà. Donc ça, c'est aussi faire connaître l'attractivité du département. Ça s'adresse plutôt à des Isérois. Donc c'est comment le département joue l'attractivité pour faire connaître les territoires aux Isérois. Dans l'attractivité, on a parlé de retombées économiques, de faire en sorte que les gens viennent, que ce soit connu, mais on sait qu'aujourd'hui, on ne le fait pas à n'importe quel prix. Et qu'à un moment donné, avec la multiplicité d'événements, et on sait qu'aujourd'hui, en parallèle des événements, le Covid nous l'a montré qu'on a de plus en plus de monde dans la nature, c'est comment on fait en sorte que le territoire puisse être partie prenante et ne subisse pas l'événement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe énormément de temps à trouver le point d'équilibre entre promouvoir l'événement, faire des retombées, faire venir du monde, mais aussi derrière gérer comment l'événement va s'intégrer dans le territoire. Comment l'événement va s'intégrer avec les habitants qui y vivent, avec les milieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des territoires, tous les week-ends, il y a un événement. Donc on parle de la faune, de l'impact sur les milieux, de l'activité de chasse, des alpages, de l'agriculture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle d'attractivité d'événementiel, à l'échelle d'un territoire, et ce sera pour conclure, on est vraiment sur une attractivité durable. Arriver à trouver le point d'équilibre entre avoir des beaux événements qui ont une belle renommée, mais qui ne fassent pas subir l'événement au territoire. Et c'est un petit peu l'enjeu de toutes les politiques que l'on peut mener. Merci Yanis. L'exercice toujours compliqué de respecter le timing et de faire respecter le timing. Parce qu'il n'y en a aucun des trois qui a respecté le timing. On est des rebelles. Je vous mets tous dans la même barque. Très bien. Est-ce que... moi j'avais... alors François nous avait envoyé un PowerPoint un peu plus large et dans lequel il y avait quelques slides supplémentaires. Il a été obligé de réduire à cause des 5 minutes. J'avais noté... sur l'aspect retombée économique était chiffré, vous avez cherché à l'évaluer. Est-ce que c'est un élément premier ? J'avais noté qu'il y a certains événements qui vous coûtaient de l'argent par rapport à ce que ça vous rapportait. Comment l'équilibre se construit par rapport à ça pour vous ? Quel est votre... Alors, comme je le disais, pour nous, l'événementiel, il a 2 critères. C'est l'augmentation de la notoriété de la station, donc de son attractivité. Et effectivement, il peut y avoir des fois des événements qui ne sont pas tout de suite rentables, mais qui vont nous donner une telle image qu'on aura une rentabilité induite. Et puis, on a des événements qui, tout de suite, remplissent la station, remplissent les restaurants et donc sont viables commercialement de façon très, très forte. On a un petit système extrêmement simple qui, pour la plupart de nos événements, on pose 3 à 4 questions aux participants. C'est le nombre d'accompagnateurs, le type d'hébergement et la durée du séjour.
Rien qu'avec ces 3 questions-là, avec comme on connaît le prix moyen d'un vacancier, que ce soit l'hiver ou l'été, qui est d'ailleurs basé sur quelque chose que nous donne le département, ça nous donne à peu près les retours financiers de chaque événement. Je vais noter que la méga avalanche me semblait coûter un peu d'argent, il rapportait pas beaucoup. Oui, enfin, c'est toujours pareil, c'est la méga avalanche par exemple, comme le Tour de France. Le Tour de France nous rapporte plus quand on n'a pas le Tour de France. La méga avalanche nous rapporte beaucoup le reste du temps avec les VTTistes qui viennent découvrir notre bike park l'été et qui viennent en vacances, en famille ou en bande d'amis. Sur l'événement lui-même, eh ben, on peut être légèrement déficitaire. Par contre, ce sont des gens qui restent après et qui reviennent en vacances. Donc on peut considérer ça comme des retombées économiques induites à long terme, tout à fait, etc. Yanis, par rapport au département et le financement et la stratégie d'aide, d'accompagnement des événements, est-ce que vous êtes est-ce que vous allez au secours, vous allez renforcer des gros événements qui sont déjà connus, je sais pas, je vais accompagner l'Alpe d'Huez pour accompagner recevoir le Tour de France ou Tomorrowland, ou au contraire en disant non, ils se suffisent à eux-mêmes et on va plutôt être sur une stratégie de voir comment on aide certains territoires un peu défavorisés ou innovants dans leur propositions. Quelle est votre réflexion par rapport à ça sur le département ? Alors déjà, il y a le cadre d'intervention, puisqu'on est sur des subventions aujourd'hui qui sont versées aux associations sportives qui portent les événements. Et c'est vrai qu'on soutient les dynamiques, mais on ne peut pas les faire pour les territoires. Donc, à l'exception de certains événements que l'on va porter, nous, en interne au niveau du département, derrière, on va vraiment être dans l'accompagnement du projet avec les organisateurs qui vont, eux, se lancer dans un projet sportif. Derrière, c'est vrai que demain, un organisateur qui serait en difficulté, le soutien du département va faire l'objet plutôt d'un échange politique, de voir comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Mais c'est vrai que les subventions, aujourd'hui, ont vocation on sait très bien, et dans le modèle économique, que les subventions se font rares, et que depuis quelques années, on voit que les organisateurs d'événements ont changé la façon dont ils ont de construire le budget. Avant, les subventions occupaient une part importante dans le budget des organisateurs. Aujourd'hui, elles sont revenues à un niveau un petit peu plus faible parce que derrière, il a fallu faire des choix et que les financements privés, aujourd'hui, reviennent de manière un petit peu plus forte dans le montage budgétaire des événements. Okay. Alors, une question du chat de la société Antissim. J'aimerais savoir si les intervenants mènent des réflexions et des travaux sur le développement d'activités événementielles spécialisées pour les entreprises, les congrès, etc., sur leur territoire. Oui, bien sûr, hein, c'est un gros marché, tout ce qui est séminaire. Donc souvent, c'est parce qu'il y a eu un événement qui a donné l'idée à une entreprise de faire son mini-événement qui lui ressemble. Donc sur une station comme l'Alpe d'Huez, on en reçoit quand même beaucoup. On a la chance d'avoir des infrastructures stations qui nous le permettent également. Parce que pour ce type d'événementiel, ce n'est pas forcément les mêmes hébergements et les mêmes infrastructures que pour l'événement sportif classique. Et alors, Grenoble, hein, enfin, je parlais aussi à Yanis, Grenoble a une forte activité de congrès, Alpe Congrès. Est-ce que ce sont des activités que vous soutenez ? Est-ce qu'éventuellement vous cherchez à les délocaliser, j'en sais rien, sur le plateau du Vercors, sur l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, Champs-Rouge, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des stratégies par rapport à ça, ou chaque entité géographique a sa propre stratégie ? Alors sur le volet des entreprises, le département ne va pas forcément intervenir directement dans l'événementiel des entreprises. Par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grosse dynamique qui se crée notamment avec Grenoble-Alpes Métropole sur les salons. On a la chance cette année d'avoir un salon qui va venir s'installer, qui est le salon de l'escalade fin d'année. On a des projets autour d'autres filières comme, alors c'est pas forcément encore validé, mais il y a peut-être un salon de l'équitation qui est en train d'embryonner un petit peu. Donc ça, c'est peut-être aujourd'hui par ce prisme-là que demain on va pouvoir travailler avec les entreprises. On a monté une planète, voilà. Donc c'est vraiment que c'est plutôt une réflexion portée par Grenoble-Alpes Métropole à l'échelle de la métropole et notamment de Alpes Expo. Et c'est vrai que le département est partenaire et c'est par ce prisme-là qu'on va avoir un lien avec les entreprises. Derrière, on ne va pas rentrer dans la conception d'événements pour les entreprises en dehors. Ça relève quand même vraiment du niveau soit d'un opérateur privé qui va aller vendre une prestation à une entreprise pour pouvoir construire l'événement, soit d'un office de tourisme ou d'une station qui va dire bah voilà, moi je travaille pour pouvoir construire un produit avec des entreprises.
Nico, tu as dans ta présentation évoqué un certain nombre d'objectifs pour l'événementiel, la notoriété d'une destination ou d'un territoire, promouvoir un produit, quel impact, quelle retombée économique. Est-ce qu'il y a, il y a une hiérarchie dans dans ces différents objectifs aujourd'hui, des tendances qui seraient plutôt vers on promeut un territoire, on cherche à dynamiser le territoire, ou au contraire c'est vraiment l'aspect retombée économique qui devient premier? Alors, il n'y a pas de recherche qui permette à l'heure actuelle de donner des tendances par rapport à ça. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, c'est pas la grosse tendance, c'est on cherche à utiliser tous ces rôles-là. C'est-à-dire qu'au travers on optimise l'investissement qu'on met dans l'événement pour que à la fois il puisse assurer des retombées économiques directes ou indirectes, qu'il puisse fédérer les acteurs du territoire, parce que ça c'est quelque chose qui est comme aussi important et qui crée une dynamique et qui quelque part va créer aussi de la valeur derrière sur le territoire, permettre aux acteurs qui ne travaillent pas forcément ensemble de travailler ensemble à un moment donné. Donc ça c'est un axe qui est fort. Et puis on a vraiment, alors ça c'est quand même au départ, l'événement c'est un outil de com. Et donc c'est comment mettre le focus. Donc tout à l'heure François parlait de notoriété, on parle aussi d'image. Donc être connu, notoriété, c'est il faut que je sois connu par le plus grand monde et travailler sur l'image. Donc c'est comment je vais être connu et de quelle manière je vais être connu. Et c'est là où la stratégie des destinations est vraiment intéressante. Et on voit alors là que la stratégie du département sur les événements sportifs, si vous avez vu, est vraiment orientée trail. Sur tous les événements suivis, il y en a beaucoup qui sont sur le trail. Voilà, dans d'autres, je ne sais pas, Yanis, tu pourras peut-être rebondir là-dessus. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du trail, il y a cette logique d'événementiel, et puis il y a tout ce travail de valorisation. Il faut savoir que le département reprend la main sur les filières sportives. Donc on a un plan de trail où aujourd'hui, on travaille avec les territoires pour construire des parcours permanents. C'est le cas sur les parcours typiquement qui sont sur la métropole, sur la Matésine, sur Bienvaloir, où on travaille sur une offre sportive tout au long de l'année. Et ça, on le fait sur l'escalade, sur le ski de rando aujourd'hui, sur la spéléo, sur le canyon, puisque derrière, dans nos compétences, on a le développement des sports nature et notamment les sites et les espaces qu'on utilise. Et c'est comment, dans une logique d'espace de pratique pour les locaux, pour les touristes, on a derrière, après, des événements vitrines pour dire qu'on peut aussi venir en dehors de ces événements-là parce qu'on a des terrains de jeu qui sont adaptés à tout public, sur lesquels l'offre est qualifiée, entretenue, sur lesquels on a travaillé sur les accès parking, toilettes ou autres, et que les gens puissent venir en vacances pratiquer une activité sportive en Isère. Oui, et ce qu'on observe aussi d'un point de vue des territoires, c'est une vraie évolution de leur stratégie. C'est que par le passé, il y avait beaucoup d'événements qui étaient des événements d'opportunité. On les fait parce que c'était l'histoire, c'était le fils du boulanger qui organisait tel événement. Et voilà, maintenant, il y a une vraie réflexion, et je pense que François ira dans ce sens-là, stratégique sur à quoi servent les événements. Et le cadre dont tu parlais, Pierre, ou que j'ai proposé en intro, voilà, on choisit les événements de manière à ce qu'ils répondent le plus à ces 4 objectifs. Ah oui, complètement. Avant, c'est vrai que les événements, il suffisait que le maire, il aime le vélo, on faisait du vélo. Le premier adjoint, il aimait les courses à pied, on faisait de la course à pied, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les événements, on les choisit par rapport au positionnement et à la stratégie qu'on veut avoir. Ce qui, des fois, nous demande aussi de supprimer certains événements. La station de l'Alpe d'Huez ne fait plus le trophée Andros, ne fait plus le super motard. Ce sont des choix stratégiques de positionnement également, même si on reçoit la patrouille de France. Et par rapport à Tomorrowland, c'est stratégie festive du coup. Alors, tout à fait festive. Et puis, pour peut-être rajouter quelque chose et qui va dans la lignée de ce qu'on a entendu tout à l'heure, et par rapport au Covid, nous, on ressent vraiment 2 très grosses tendances. Il y a les gens qui ont besoin d'espace, de nature, qui veulent se retrouver en famille, mais pas au milieu de trop de foule, et qui viennent à la montagne. Et puis, il y a des gens qui veulent retrouver du lien social, venir faire la fête, et qui viennent à la montagne. Donc, ce sont des publics qui ont des attentes complètement différentes, mais qui se retrouvent pas forcément au même moment, mais en tout cas sur les mêmes lieux. Tomorrowland rentre complètement là-dedans. On voit d'ailleurs à la vitesse à laquelle on a vendu les 16 000 billets qu'il y a une vraie attente, une vraie demande pour pouvoir retrouver des gens qui viennent d'un petit peu partout. Moi, je fais partie des gens qui pensent que dans la montagne française ou dans la montagne tout court, les montagnes, elles sont toutes belles. Et que nous, notre responsabilité, c'est de leur vendre des souvenirs et qu'ils repartent avec des souvenirs. Et souvent, les souvenirs, au-delà des paysages, c'est les gens qu'on rencontre. Et tous ces événements-là, c'est aussi fait pour ça,
pour que les gens qui viennent faire du vélo de Bretagne, des Pays-Bas, de Scandinavie, de Californie rencontrent d'autres cyclistes. Et c'est pareil pour le trail et c'est pareil pour un tas d'autres événements. Alors là, je peux rebondir là-dessus parce que justement, il y a des, au niveau des recherches, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus et qui montrent que le partage, le vécu collectif, c'est la raison d'être de la venue sur l'événement. Non seulement donc c'est la raison d'être, mais aussi c'est un critère de satisfaction et de retour derrière. Donc tout à l'heure on en parlait aussi sur la première table ronde. Hein, le terme partage et vécu collectif et notamment vécu d'émotion collective est complètement central. Et ça se retrouve pas uniquement sur les événements festifs, mais aussi donc type Tomorrowland mais aussi sportifs. Et donc c'est là où tous les organisateurs d'événements peuvent aussi mettre l'accent là-dessus sur la création de ces moments collectifs, parce que c'est une vraie attente de la part des consommateurs. Et donc, comment arriver à créer du lien, à créer des interactions sociales entre les participants d'un trail, du trail des passerelles, Tomorrowland, ça se fait assez naturellement. Mais en tout cas, ça doit être une vraie préoccupation pour les organisateurs. Micro, Gab, s'il te plaît. Faut brancher. Non. Pousse-le complètement vers le haut, vers. On va Pousser vers le haut. Ouais, peut-être là, c'est bon. Merci de ces présentations. Ça tombe bien, on bosse ensemble sur pas mal de sujets. Là, on vit. Du Dauphiné libéré. Aujourd'hui, on est sur un événement hybride, à la fois en présentiel et en distanciel. C'est vrai que là, il y a eu une période où l'événementiel a été bouleversé et qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées de manière digitale. Pas mal d'événements aujourd'hui reconduisent cette stratégie d'hybridation. Est-ce que pour vous, c'est un sujet sur vos destinations, sur vos territoires ? Et si c'est un sujet, quels sont les outils ou quelle est votre stratégie sur le côté expérience partagée en distance sur des outils numériques ? Est-ce que c'est une priorité et les moyens que vous y accordez ? Alors, oui et non. Une compète de ski en restant à la maison, c'est compliqué. Et une descente en VTT également. Mais ceci étant, on ne le laisse pas complètement de côté. Moi, je l'ai dit, hein, nous, les événements, c'est pour remplir les lits, remplir les restaurants et faire du business. Et j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, j'ai dit aussi que c'était pour faire de la notoriété. Et donc, le digital peut nous servir à entretenir cette notoriété tout au long de l'année. On l'a vécu l'année dernière avec Tomorrowland qui a fait sur du digital un festival et qui a eu un énorme succès. Et ça n'a rien enlevé au présentiel qu'il y aura cette année ou ce que j'espère pour eux cet été. Après, j'ai un sujet, moi, qui me taraude parce que je vois certaines stations partir vers de l'expérience digitale du type Futuroscope et tout ce qui est virtuel et tout. Et moi, ça me fait très, très peur. C'est qu'un jour, les gens resteront dans leur salon à Paris et vivront leurs vacances en virtuel. Et donc, je pense, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que nous, notre fonds de commerce, c'est les rencontres entre les gens. Donc, le digital a son importance tout au long de l'année pour faire parler de nous, pour entretenir, mais je reste persuadé que ça n'enlèvera jamais les rencontres entre les humains. Donc, le présentiel doit être, pour moi en tout cas, c'est ma priorité. Ouais, pour compléter, nous, aujourd'hui, au niveau du département, on a depuis 4 ans maintenant investi dans la réalité virtuelle. Et c'est vrai que dans l'événementiel, on a aujourd'hui à peu près une trentaine de casques avec un stand qui se déplace et qui va sur les événements. On a vraiment tout orienté montagne, donc avec une expérience outdoor. Je peux faire du ski boss, je peux faire de la via ferrata, je peux faire du parapente, je peux vivre une immersion. Après, on a fait le choix de se dire qu'aujourd'hui, on le voit très bien, sur des événements, on va capter des publics que l'on n'aurait pas captés sur nos événements. La réalité virtuelle, c'est un aimant. Il faut savoir les files d'attente qu'il y a sur le stand. Alors là, le Covid nous a un peu ralenti. Maintenant, on est en train de se doter de caissons pour désinfecter les masques, puisqu'on ne peut pas mettre de gel. Bon, bref, l'aspect très pratico-pratique. Donc là, ça fait 1 an qu'il n'y a rien. Là, ça revient dans 1 mois. La réalité virtuelle, c'est un aimant. Sur des journées, sur les événementiels, on se fait vraiment accaparer par tous les publics, notamment la tranche moins de 18 ans qui vient et qui va consommer.
Par contre, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour capitaliser le fait qu'on va aller capter des gens qui des fois ne sont pas sportifs. Donc on l'a fait par l'expérience qu'ils vivent. Ils vont faire du parapente, ils vont faire une vrille, ils vont faire et derrière, je venais sur les produits que l'on propose. On leur propose de dire vous avez aimé ça ? Très bien. Dans 3 semaines, il y a une découverte ski de rando. Si vous voulez faire l'activité, on vous inscrit, c'est gratuit et vous découvrez. Vous passez de l'expérience virtuelle à l'expérience encadrée sur site pour créer cette bascule de découverte. Vous avez aimé tel sport ? Très bien. On a un partenariat avec l'association X qui va vous proposer le mardi, tout le mois de septembre, de découvrir gratuitement sans prendre de licence l'activité. Donc, on l'a hybridé de cette façon-là. L'idée, c'est d'aller capter des gens qui ne sont pas dans notre prisme aujourd'hui de l'événementiel sportif, parce qu'ils ne sont pas sportifs ou qui ne se sentent pas du coup d'aller sur ces événements-là, et de leur dire par une expérience virtuelle, on peut aller après derrière sur une pratique, sur la découverte d'un territoire, et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais attention, sur l'événementiel typiquement hybride qu'on a fait, nous, au niveau département, sur ce qu'on a fait, on ne s'est pas super concluant. Les gens qui viennent sur l'événementiel, comme le disait François, c'est pour voir du paysage, c'est pour pratiquer, c'est pour avoir des émotions. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a fait par dépit parce qu'on voulait maintenir quelque chose, une flamme. Oui, alors, il ne faut pas confondre hybridation. Hybridation, ça veut dire plein de choses et pas grand-chose en même temps. Et digitalisation. Et un des phénomènes, alors sur des conférences comme celle d'aujourd'hui, là on est vraiment sur un format hybride, c'est-à-dire à la fois présentiel et distanciel, avec pas tout à fait la même expérience, mais un peu de décalage au niveau de l'expérience. Après, il y a un phénomène de digitalisation qui est quand même important. Et l'événement digital, par exemple, François parlait de Tomorrowland. On peut se poser la question dans quel sens c'est un événement et dans quel sens ça répond aux besoins des gens d'être ensemble. Mais par contre, je vais pondérer. Alors, moi, je suis fondamentalement convaincu qu'aller sur un événement, c'est pouvoir de l'humain. Mais il y a quand même une vraie évolution des consommateurs au travers de cette digitalisation. Et par exemple, vous regardez les retransmissions sur Twitch, ou notamment de films ou d'événements, on a l'impression d'être avec les autres. Et finalement, avec le feed sur Twitch, l'interaction, finalement, la technologie nous permet de créer des interactions sociales, même si elles sont médiées par un écran, pendant l'événement. Et donc ça, c'est une tendance qui est en train de se développer, moi qui me fait quelque part peut-être un petit peu peur aussi, voilà, mais qu'il faut prendre en compte, dans le sens où finalement cette digitalisation, elle va faire partie de plus en plus de nos vies, intégrantes de nos vies, et les nouvelles générations vont être nées avec ça. Et là, le succès de Tomorrowland en version digitale, c'est que finalement alors il y avait un double rassemblement. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est quand Tomorrowland propose une version digitale et de prendre un billet digital, celui qui achète la prestation a un accès, mais du coup invite ses copains et dans son salon, met ça sur sa télé, et dans son salon, ils vivent le truc ensemble, donc en nano-communauté. Mais ils ont la sensation, et ça les recherches l'ont montré, d'être avec les autres. C'est-à-dire que même si je ne suis pas physiquement présent avec les autres, je sais que tout le monde, à ce moment-là, vit le même truc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour les organisateurs d'événements aussi. Il y a une question en haut. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Emeric Albrecht en M1 CEST. On sait qu'aujourd'hui, la considération écologique elle est de plus en plus importante et j'aimerais savoir comment vous la prenez en compte dans l'organisation d'événements et si c'est aussi un critère de sélection pour financer les événements pour le département ou pas. Alors, oui, d'ailleurs, il y a quelques années, on avait instauré l'éco-conditionnalité des aides, c'est-à-dire un événement qui ne jouait pas le jeu dans un plan d'action autour de la prise en compte du développement durable sous tous ces aspects, pouvait éventuellement voir sa subvention baisser si derrière on constatait que les efforts n'étaient pas faits. Ça n'a pas été maintenu parce qu'au final, aujourd'hui, si on fait un constat, c'est que tous les organisateurs, ils ont joué le jeu et ils ont intégré dans la conception et dans l'évolution de l'événement le développement durable, le tri des déchets, l'optimisation des transports, les produits locaux, la prise en compte des personnes en situation de handicap, voilà, vraiment les piliers du développement durable. Et nous, aujourd'hui, on les accompagne
C'est-à-dire que demain, les gros événements, on va voir comment est-ce qu'on peut les accompagner avec nos moyens, typiquement sur le volet transport, sur le volet déchets, sur le volet accueil de personnes en handicap. Je le mettais dans une slide. Aujourd'hui, on s'est dit, typiquement les gobelets réutilisables. Aujourd'hui, tous les événements ont leurs gobelets. On s'est dit, plutôt que chaque événement investisse dans des gobelets, nous, le département, on a aujourd'hui une flotte de 70 000 verres que l'on fait laver à une association d'insertion à Grenoble. Et un organisateur qui veut les utiliser, on lui met gratuitement à disposition, on les récupère sales et on les lave. On s'est dit, voilà, comment on peut accompagner cette démarche-là de manière très simple en disant, voilà, sur le gobelet, ça ne sert à rien d'acheter tout le monde ses verres et de les sortir qu'une fois par an le temps de l'événement. Le temps de votre événement, on vous les met à disposition, on les récupère, on les lave. Voilà. À l'année, ça fait à peu près un peu plus de 800 000 verres qu'on met sur les événements. Et ça, typiquement, c'est des actions plutôt simples que l'on a voulu mettre en place et déployer pour pouvoir accompagner le développement durable dans l'organisation, parce qu'on sait que les organisateurs, ça s'est rajouté au-dessus, hein, mais que le plan de charge, il n'a pas baissé. Hein. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on, par des leviers très simples, on peut les aider sur ces démarches-là. Oui, aujourd'hui, forcément, c'est incontournable et ça fait partie d'abord des critères de choix des événements. Quand tout à l'heure, je disais en souriant qu'on a supprimé le trophée Andros et le super motard dans nos événements, c'est parce qu'on ne souhaite pas communiquer sur les sports mécaniques. C'est un vrai choix. On l'a vu, la plupart ou la très grande majorité de nos événements sont des événements outdoor. Et là, on arrive dans des dualités. On fait du vélo, c'est plutôt écologique. On fait du trail, c'est plutôt écologique. Et quand vous mettez 8000 cyclistes pour la marmotte sur les routes, est-ce que ça l'est encore? Quand vous en mettez 16 000 pour l'étape du Tour amateur, est-ce que ça en est encore? Voilà, on est confronté à ces dualités-là de dire on essaye d'organiser des événements qui sont plutôt éco-responsables, avec une démarche à chaque fois, effectivement, on n'a plus de plastique, on évite tout ce qu'on peut jeter. Alors nous, on ne demande pas les éco-cups au département parce qu'on fait les nôtres, parce qu'on préfère qu'ils partent avec notre marque. Et ça, c'est un choix, c'est une stratégie. Puis on ne les donne pas, on les vend. Donc c'est aussi une stratégie. Mais ça fait un souvenir. Donc voilà, en tout cas, pour chacun des événements, il y a un volet éco-responsable. Comment on peut minimiser notre impact sur la nature? Quand vous faites descendre 2000 VTTistes pour la méga avalanche qui partent du glacier à 3300 mètres et qui arrivent à Almont à 800 mètres, je ne peux pas vous dire que c'est neutre. Ça marque le terrain. Mais il n'empêche qu'à chaque fois, il y a une remise en état du terrain. Les itinéraires sont choisis de façon à être le moins impactante possible. Et d'un point de vue des attentes du consommateur, l'aspect développement durable, ça devient une attente vraiment aussi importante. Hein, les consommateurs d'événements aussi. Et donc, c'est en lien aussi avec la thématique, enfin, avec l'attractivité du territoire, quoi. Les organisateurs se doivent d'organiser des événements qui sont le plus proche possible des attentes des consommateurs d'un point de vue développement durable. Et c'est en lien avec l'attractivité. Bien sûr, et c'est vrai pour les événements, mais c'est vrai aussi pour notre activité au quotidien. Une station comme l'Alpe d'Huez, c'est 26 000 lits. On peut monter à plus de 20 000 skieurs sur le domaine skiable. Et nous, notre souci et notre motivation, c'est d'essayer de faire venir les gens avec les transports en commun et qui ne se déplacent plus avec leur voiture dans la station. Donc on met en place un certain nombre de produits pour pouvoir aller dans ce sens-là. Là, on devait lancer hier et aujourd'hui une opération avec Ouigo qui est décalée à lundi et mardi. C'est vous pouvez faire Paris-Grenoble pour 10 €. C'est aussi communiquer aux gens en disant l'impact carbone sur un séjour à la neige, le plus important, c'est le transport entre le domicile et le lieu de vacances. Donc, comment on peut faire pour limiter les déplacements en voiture et ainsi de suite? Bonjour, Timothée Courtois, ville de Grenoble, chargé d'événementiel. Concernant l'événementiel d'attractivité, qu'est-ce que vous faites pour les populations plus locales? Puisqu'en effet, vous supprimez le trophée Andros, le super motard, qui, dans l'affichage, sont des sports mécaniques et donc très polluants. En réalité, quand on fait venir des avions du monde entier, des Chinois et des personnes des États-Unis pour Tomorrowland, l'affichage, il n'est peut-être pas direct, mais l'impact est certainement vraiment fort. Du coup, qu'est-ce que vous faites en termes d'attractivité pour les personnes locales, grenobloises, lyonnaises, pour capter ce public et où l'écologie, du coup, on sait que dans les stations, c'est vraiment le fait de venir en avion, en voiture ou en train, un peu moins pour le coup, qui pollue. Oui, mais je crois qu'on ne peut pas se passer des deux. Hein. Alors bien sûr, l'avenir des stations, il est pour beaucoup maintenant sur la clientèle internationale, il ne faut pas se voiler la face. Les stations, c'est aussi un moyen pour une population de rester au pays, d'y travailler et d'y vivre. Les stations ont été créées pour ça au départ, hein, pour que les gens puissent rester à la montagne et vivre de la montagne. Sinon, ils étaient tous en train de partir à Paris ou à Marseille.
Donc aujourd'hui, on a besoin de soutenir cet outil économique-là. Il faut aller chercher les clients là où ils sont. Si on fait la proportion de clients chinois par rapport à la clientèle grenobloise, je vous assure, il y a plus de Grenoblois que de Chinois qui viennent monter skier à l'Alpe d'Huez. Et on met en place beaucoup de choses avec le département en termes de transport pour les étudiants. Toutes nos sociétés de remontée mécanique, et il y a Fabrice, le directeur général de la SATA, qui vient d'arriver, pourront vous expliquer ce qui est fait pour que les étudiants skient pour moins cher, pour que les jeunes adultes skient pour moins cher. On met en place des forfaits le samedi qui sont presque à moitié prix par rapport aux forfaits habituels. Parce que je reste persuadé qu'avant d'aller chercher la clientèle à l'autre bout de la planète, il faut déjà faire skier les enfants qui sont chez nous, les enfants ou les jeunes. Et quand vous regardez dans les départements de montagne ou les villes de montagne, combien il y a d'enfants dans les collèges qui ne skient pas, ça doit se faire vraiment poser de vraies questions. Et on se les pose. Et on essaie de trouver des réponses. Je voulais revenir sur la question de départ de la table ronde qui était sur l'événementiel, le levier d'attractivité pour les territoires et destinations. Alors, on est parti du principe que l'événementiel servait aux territoires pour améliorer leur attractivité, leur notoriété, leur image, etc. Est-ce que vous arrivez à mesurer le département, l'Alpe d'Huez, réellement en quoi vos événements ont réussi à faire venir les gens? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des études, des enquêtes derrière pour dire quand vous venez en vacances sur le territoire de l'Isère, c'est parce que vous avez participé. Alors, au-delà du fait que je viens pour un trail, bon, mais après, derrière, est-ce que ça a boosté cette attractivité? Ça a permis derrière des gens qui reviennent sur le territoire? Est-ce que les gens de Tomorrowland qui sont venus une fois pour Tomorrowland pour un événement, est-ce que derrière ils reviennent à l'Alpe d'Huez hors Tomorrowland, etc. Est-ce que vous avez des études, des enquêtes? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors nous, oui, bien évidemment. Hein. D'abord parce qu'on étudie de façon très fine la fréquentation de la station et comme il était dit d'ailleurs sur la table ronde d'avant, sur la provenance de notre clientèle et sur leurs habitudes de consommation. Une station comme l'Alpe d'Huez, quand on voit la provenance de la clientèle étrangère, je suis désolé, ils ne viennent pas tous en avion d'ailleurs, elle est très liée aussi à l'image de nos événements. Une station comme l'Alpe d'Huez, on n'a quasiment pas d'Italiens. Une station comme l'Alpe d'Huez, on n'a quasiment pas de Russes. Par contre, on a beaucoup d'Anglais, on a beaucoup de Scandinaves et on a beaucoup de Benelux. Benelux, Belges, Pays-Bas, des pays à fond vélo. Danemark, pays à fond vélo. Copenhague, première capitale européenne du cyclisme. Le Tour de France part de Copenhague cette année. Un événement comme la Marmotte, sur 8000 inscrits, 2000 Danois. Comme par hasard, l'hiver, on a des hôtels qui sont tenus par des Danois. Donc vous voyez, au bout d'un certain temps, on a une réelle conséquence des effets de nos événements. Au niveau du département, on a Isère Attractivité qui travaille sur l'Observatoire du tourisme. Donc, il y a des travaux qui sont menés, des études qui sont menées spécifiquement sur les organisateurs. Chaque année, je prenais dans les exemples là, le Trail des passerelles du Monténard. Il y a une étude très fine qui est faite sur les retombées économiques, savoir combien ils viennent accompagner, est-ce qu'ils vont revenir, ce qu'ils ont dépensé. Donc, ça, c'est fait. Après, derrière, aujourd'hui, au niveau du département, on a comme station, on a des chiffres très généralistes au niveau de le touriste en Isère, combien il vient, est-ce qu'il revient, et ça c'est fait au niveau de l'Observatoire du tourisme. Et je le redis, on a aussi ce baromètre et ces voyants qui peuvent s'allumer aussi quand on parle d'attractivité sur le territoire. On l'a dit, un événement attractif, c'est un événement qui va embarquer le territoire. Et les gens, quand ils vont parler, et je rejoins ce que dit vraiment François, ce sont les gens que l'on va rencontrer. Et si quand on rencontre un bénévole, quand on va dans les commerces, ils partagent et tout le monde vibre à l'échelle de l'événement. Ça, c'est aussi un baromètre que l'on a dans les retours que l'on peut avoir de dire attention, là, ça s'est mal passé, là, ça s'est mal passé. Donc, ce baromètre du territoire, c'est vraiment pour nous, ça nous guide aussi demain dans l'attractivité, de pouvoir derrière jouer sur les bons leviers pour qu'on puisse à la fois suivre cet aspect chiffre, retomber, est-ce que je reviens en Isère, est-ce que j'aime, comment je me déplace, où est-ce que je me loge. Donc ça, c'est des aspects plutôt observateurs du tourisme. Et derrière, la proximité du territoire pour avoir un petit peu tous les acteurs autour de la table et savoir comment est-ce qu'ils ont vécu l'événement et comment ils s'y intègrent. Et, Pour conclure, juste une question. Chacun en une minute sur cet équilibre événementiel, attractivité, notoriété, est-ce que c'est en plein développement, en pleine explosion ou c'est quelque chose qui va se tasser, qui va être remplacé par autre chose, un effort plus important sur l'immersion, sur l'offre produit, sur Alors très rapidement. libre cours.
Une minute. Très rapidement, juste pour revenir sur la notion de patrimoine et la mise en valeur du patrimoine, et tu parlais des passerelles par exemple, et ce serait intéressant d'avoir des études qui demandent aux gens comment vous avez connu les passerelles du Monténard. Voilà, parce que l'événementiel sert vraiment à mettre en focus le patrimoine, soit le faire connaître, notoriété, soit donner une image de la station, enfin de la destination au travers de la connaissance du patrimoine. Et pour répondre à ta question, moi je pense que c'est un ensemble. Maintenant, on est vraiment sur une stratégie, on optimise et on essaie de répondre à tout avec un événement. C'est-à-dire donc, et entre autres, notamment la partie patrimoine qui me semble vraiment importante. Oui, alors moi je serais moins sur le patrimoine, si ce n'est celui naturel et qui est C'est celui ça. qui nous passionne. L'Alpe d'Huez, c'est la montagne, quoi. Complètement, hein, c'est la montagne, c'est le sport de pleine nature. Et je crois que l'événement, il met aussi en avant ce qu'on fait en fait tout au long de l'année, c'est-à-dire chercher à chaque fois comment on peut faciliter le séjour de nos clients qui sont majoritairement des citadins et comment on peut partager avec eux notre passion de la montagne, que ce soit à travers du loisir, à travers de la compétition ou simplement des vacances où on a le droit de ne rien faire. Et moi, j'aime bien. Et moi, je résume ce que j'ai dit. Vraiment, aujourd'hui, pour nous, l'événementiel, c'est un événement qui va s'intégrer dans le territoire, mais l'événementiel va être une vitrine d'une stratégie de fond. C'est-à-dire que ça va mettre en avant une filière, un territoire, un patrimoine, comme le disait Nico. Mais derrière, il faut savoir qu'aujourd'hui, derrière l'événementiel, on a aussi tissé une stratégie tout au long de l'année pour pouvoir travailler sur l'activité ou sur le patrimoine et faire en sorte qu'on ne concentre pas tout sur un même week-end, mais qu'on ait vraiment une activité régulière à tout niveau et pour tous les pratiquants. Merci. À tous.